Et j'ouvre la porte qui va me conduire à ma petite promenade quotidienne. J'ai des petits problèmes en ce moment. Chaque fois que je publie un épisode, celui d'avant se supprime. Il y a un petit bug informatique. J'espère résoudre ça prochainement. Alors, bienvenue au podcast Connexion Primordiale. Au pluriel, évidemment, tout ça. Il y a beaucoup de connexions primordiales. Et aujourd'hui, dans l'épisode En balade avec Paul, je ne crois pas qu'on soit encore au 20e épisode, mais on s'en approche. Je vais vous parler du mouvement le plus important de toute l'éducation kinesthésique, qu'on appelle parfois la méthode Brain Gym ou le Brain Gym. Donc le mouvement le plus important créé par Paul et Gail Denison, ça va me permettre de faire un peu l'historique de l'éducation kinesthésique et du Brain Gym, de l'apport, d'où ça vient, et de ce que ça a apporté à l'intégration motrice primordiale. Donc on va parler en gros de Brain Gym. Alors on dit Brain Gym, mais la méthode ne s'appelle pas Brain Gym. En fait, Brain Gym, c'est le nom du premier séminaire. Le premier séminaire, il s'appelle Brain Gym, ça veut dire gym du cerveau. Et la méthode elle-même avait été appelée par les Denison, ou a été appelée en anglais par les Denison, Edu-Kinesthetics. Ça veut dire, en français, si on traduit littéralement, c'est édu-kinesthésie, ou en meilleur français, l'éducation kinesthésique, ça veut dire l'éducation par le mouvement. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est un mot qui est génial. Et éducation, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et la kinesthésie, c'est le sens du mouvement. Donc l'éducation kinesthésique, ça veut dire l'éducation par le mouvement. Et donc dans cette éducation par le mouvement de Denison, il y a pas mal de mouvements. En gros, il y a 111 mouvements, comptant 26 mouvements de Brain Gym, 34 mouvements dits de cercle de Vision Gym, des variantes spécifiques de mouvements qu'on trouve dans différents séminaires. Donc en tout, on a à peu près une centaine, 111 mouvements différents. Certains ont été créés spécifiquement pour travailler sur la dimension droite-gauche, la latéralité. On les appelle les mouvements de la ligne médiane. D'autres mouvements ont été créés pour travailler plutôt dans la dimension haut-bas, la dimension du centrage, et d'autres encore pour travailler la dimension avant-arrière, la dimension de la focalisation, comme on appelle en éducation kinesthésique. Donc il y a un but volontaire de travailler sur les 3 dimensions de l'espace. Et ça, c'est très intéressant, chaque dimension apportant des compétences spécifiques au niveau cognitif, au niveau scolaire, etc. Au démarrage, Paul Denison, c'est un enseignant américain qui lui-même avait de grosses difficultés d'apprentissage pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'on s'est aperçu que très tard, à l'âge de 8 ans, qu'il était extrêmement myope et il s'en était pas rendu compte. Du coup, il a raté, entre guillemets, tout l'apprentissage des lettres, des chiffres, de la lecture au démarrage. On pensait qu'il était bête. Donc les gens pensaient qu'il était idiot, qu'il était bête. Il avait été ostracisé par les enseignants et mis de côté. Alors qu'en fait, on s'est aperçu qu'à 8 ans, il était quasi aveugle tellement il était myope. Et d'ailleurs, il paraît que quand il a mis ses lunettes, première fois, il a dit « Ah, c'est ça, voir !» Donc c'est pour vous dire, mais du coup, comme il a dû faire beaucoup d'efforts pour voir, pour chercher à voir, c'est myope, ça veut dire qu'on crispe les yeux, qu'on plisse les yeux. Myopie, ça vient du latin qui dit plisser les yeux. Les myopes, ils plissent les yeux parce qu'en plissant sur les yeux, on appuie sur le globe oculaire et ça le raccourcit. Parce que dans la myopie, c'est que le globe oculaire est trop allongé. Et en le raccourcissant, du coup, ça fait la mise au point. Mais en faisant ça, il a aussi rigidifié toute sa posture, avec une posture très refermée sur lui-même. Donc ça contribue au fait qu'il s'est fait mettre de côté et puis moquer par les élèves à l'école et par les professeurs à l'époque. Donc
Paul Denison, ayant eu des difficultés scolaires, il a cherché des remèdes à ces difficultés et il a réussi grâce à beaucoup de travail acharné, beaucoup d'efforts, à passer de classe en classe. Et puis il s'est inscrit à l'université en sciences de l'éducation et il est devenu docteur en sciences de l'éducation, il a un doctorat en sciences de l'éducation. Et il a ensuite fait des recherches sur l'acquisition de la lecture et de l'écriture, l'acquisition en parallèle de la lecture et de l'écriture. Et il a même eu un prix universitaire pour le féliciter de ses recherches qui étaient prometteuses. Et puis Paul Denison, il s'est dit maintenant que je suis docteur en sciences de l'éducation, je vais pouvoir enseigner. Alors normalement, pas normalement, mais 99% des gens, une fois qu'ils sont docteurs en sciences de l'éducation, ils enseignent à l'université puis ils gagnent pas mal d'argent, surtout aux États-Unis. Mais Paul Denison, sa passion, c'était d'enseigner aux petits-enfants. Et donc il a pas pris de poste universitaire, il a été dans les banlieues américaines de Boston et il a cherché à enseigner la lecture et l'écriture en primaire, avec les bonnes techniques qu'il a appris, la bonne théorie, la bonne pédagogie qu'il a appris à l'université. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a un fossé, que dis-je, plus qu'un fossé, comment on pourrait dire, un canyon gigantissime, le grand canyon entre la théorie universitaire et la pratique dans la classe. On le voit en France, on discute avec des enseignants, il y a les ministres qui décident des programmes qui n'ont jamais vu d'enfants de leur vie, qui n'ont même pas élevé les leurs, qui n'ont jamais donné cours, et qui établissent les programmes qu'ils imposent aux enseignants sans demander aux enseignants qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc on est un peu dans le même cas de figure. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout, c'était impossible de mettre en place ce qu'on lui avait appris à l'université. Donc il a cherché, et là on était dans les années... c'est en 69 qu'il a commencé à enseigner comme ça, après ses diplômes universitaires. Et donc c'était ce qu'on appelle la révolution culturelle, 68, ça vous dit quelque chose. Et du coup, il s'est mis à expérimenter des méthodes alternatives. Il s'est mis à introduire le yoga en classe, il s'est mis à utiliser la relaxation, il s'est mis à utiliser des mouvements de spécialistes de la vision, d'optométristes fonctionnels. Il s'est mis à utiliser différents trucs. Il était vraiment un pionnier dans son domaine. À ce moment-là, il s'est retrouvé en Californie. Et en Californie, après coup, en Californie, c'est là où il y a eu la révolution culturelle et tout s'est passé. Et donc, il a commencé à utiliser ça en classe, puis il s'est rendu compte de deux choses. Plus on impliquait le corps de l'apprenant, et plus on avait une approche multisensorielle, impliquant les yeux, les oreilles, le corps, etc. Et plus on obtenait des bons résultats. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qu'il avait appris, plus il faut faire du cognitif, l'apprentissage c'est cognitif, et donc il faut faire que du cognitif, et il s'est rendu compte que c'était l'inverse qui était vrai. Il faut passer par le corps, et on apprend par corps, avant d'apprendre dans sa tête. Et donc il s'est mis à faire ça, à utiliser le corps dans la classe, mais on n'oublie pas qu'il a une approche universitaire. Et donc il s'est dit, il faut faire de la recherche là-dessus, parce que ce que je suis en train de découvrir, mes collègues me disent toujours j'ai une meilleure classe que les autres, j'ai toujours les bons élèves. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit que j'ai les bons élèves, c'est que je prépare le corps des apprenants, je les prépare à apprendre, yeux, oreilles, latéralité, mains, pieds, mouvements adéquats pour qu'ils puissent rester tranquilles en classe. Et donc il faut faire des recherches là-dessus pour pouvoir montrer aux autres enseignants, parce que d'autres enseignants ont commencé à lui demander mais qu'est-ce que tu fais, enseigne-nous. Et donc il s'agissait de ne pas enseigner n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, il utilisait des mouvements de yoga. Alors comment il en est arrivé à utiliser des mouvements de yoga en classe, c'est parce que lui-même avait de grosses difficultés posturales, très voûté, des problèmes de dos, etc. Il s'est mis à faire du yoga pour lui, on lui a dit que ce serait bien, et puis le yoga déferlait sur les États-Unis. Et du coup, il s'est mis à utiliser quelques petits trucs de yoga, des postures de yoga en classe. Mais dans le yoga, il y a des dizaines et des dizaines de postures de yoga. Et donc l'idée de Denison, c'est de déterminer quelles postures ont plus d'effet à l'école et vont plus aider les enfants. Et est-ce que, par exemple, les enfants qui ont du mal à écrire vont bénéficier plutôt de telle posture, ceux qui ont du mal à rester assis, telle autre, ceux qui ont du mal à écouter, telle autre.
Où est-ce qu'il y a des tensions corporelles et quelle posture de yoga je peux utiliser. Tensions corporelles chez les enfants. Mais même chose avec les exercices d'optométrie. Il apprenait plein de choses que les optométristes utilisent pour rééduquer le système visuel. Mais qu'est-ce que je peux utiliser en classe et quel mouvement a quel effet. Et même chose avec des tas de techniques qu'il introduisait en rencontrant des chiropracteurs, des ostéopathes, des médecins, des chercheurs, des gens qui font de la relaxation, des gens qui font de la méditation, des gens qui font plein d'approches, du Feldenkrais, de l'Alexander, bref, encore une fois, c'est l'émergence de plein de techniques corporelles à l'époque. Et donc, il s'agissait d'évaluer la validité de tout ça. Donc pendant 10 ans, il a fait ce qu'on appelle une recherche longitudinale en engageant différents professionnels. Et entre autres, comme il n'était pas médecin, il a engagé un médecin. J'hésite à couper le micro parce que je me rapproche de quelqu'un qui, du bonheur, le samedi matin, coupe son bois, apparemment, taille des arbres. Et donc Denison a commencé à constituer une équipe de professionnels dans le but de faire de la recherche supervisée par un médecin qui faisait de la chiropraxie. Et pour la petite histoire, c'était amusant parce que Paul Denison, il a commencé à ouvrir des centres d'amélioration de l'apprentissage utilisant tout ça. Donc il a fini par arrêter l'enseignement en classe pour créer des centres justement pour faire ses recherches. Donc ça s'appelle qu'il a nommé les Valley Remedial Group de Learning Center, centre d'apprentissage de remédiation. Donc à l'époque, le but aussi, c'était de travailler sur la dyslexie, puisque tout le monde parlait de dyslexie à l'époque. On commençait à parler de dyslexie, donc il a commencé à faire des recherches là-dessus. Avec différents professionnels. Donc ce qui est intéressant, c'est que les professionnels apportaient chacun leur savoir-faire, et puis on faisait un peu le tri dans tout ça. Et voilà, et c'est ces 10 années de recherche qui ont donné lieu ensuite à ce qu'il a appelé l'éducation kinesthésique, l'éducation par le corps. On comprend la logique du mot puisqu'il utilise des mouvements en classe avec les enfants pour améliorer l'apprentissage. Alors plusieurs surprises inattendues, c'est que lui il avait à un moment donné dirigé plus de 8 centres répartis en Californie. Et ce qui était amusant, c'est que ça ne dit pas que c'est réservé aux enfants, et donc il y a des adultes qui ont commencé à venir le voir ou à aller dans ces centres pour des adultes qui avaient toujours eu du mal à lire, à écrire, à se concentrer, à mémoriser, avec des troubles de l'apprentissage, des adultes qui étaient, comme on dirait maintenant, TDAH, troubles de l'attention accompagnés ou non d'hyperactivité. Et donc c'était sa surprise, il a commencé à travailler avec des adultes et il a eu des résultats similaires. Autrement dit, il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses. Surtout quand on parle de cerveau et d'éducation, on peut toujours améliorer les choses, y compris chez les personnes âgées, plus âgées du moins. Donc ça, c'était une première surprise. Et puis des tas de gens ont commencé à utiliser ça. Donc il a commencé à animer des formations pour former des enseignants, pour former tout un tas de gens. Et puis il a rencontré celle qui allait devenir sa femme, Gail Denison, qui enseignait des techniques de bien-être, qui travaillait avec la santé par le toucher, qui faisait différentes choses. Ils se sont rencontrés, ils ne sont plus jamais quittés. Et elle-même, elle avait sa propre expérience. Et entre autres, Gail Denison, elle s'était formée aux techniques d'amélioration de la vision. Ceux qui connaissent la méthode Bates, elle était formée à la méthode Bates parce qu'elle avait eu une petite sœur qui avait des troubles de la vision et elle s'est formée à cette méthode pour aider sa petite sœur. Et puis ensuite, elle a continué à pratiquer ça et à montrer ça à des gens. Et voilà. Et Gail Denison, c'est une artiste aussi. Elle dansait. Elle faisait beaucoup de danse moderne, etc. Et puis, elle aimait dessiner, tous les arts, tout ce qui est artistique. Voilà, c'est son truc. Et du coup, Denison, qui est un peu le gars chercheur, universitaire, logique, linéaire, sérieux, docteur en recherche pédagogique, et puis de l'autre côté l'artiste, danseuse, ça a combiné, ils ont combiné leur connaissance, leur savoir-faire, leur savoir-être, et ça a donné vraiment naissance à une approche très intéressante parce que
Denison, c'était bien beau, sa méthode structurée, etc., mais ça manquait de créativité, d'ouverture. Certains diraient, c'est plus du tout... certains diraient, Denison, c'était le cerveau gauche et elle, c'est le cerveau droit, et on a besoin des deux. Voilà, c'est exactement ça. Il y a le côté créatif, intuitif, artistique, et puis le côté plus carré de Denison, et du coup, ça a donné une approche qui a commencé à se développer de plus en plus dans le monde entier. Et Gail Denison, elle a apporté beaucoup de choses, aussi dans la structure des cours, de rendre les cours plus dynamiques, plus fun, de réfléchir plus à des méthodes d'observation, d'auto-observation, d'éducation de la personne. Et puis progressivement, ils sont sortis de l'idée de trouver des solutions pour la dyslexie, qui était un peu le but universitaire de Paul Denison, si on peut dire, de l'universitaire qui est Paul Denison, et d'aller vers une approche plus grand public, non plus de travailler sur des symptômes et des problèmes, mais d'améliorer les compétences de chacun, de développer le potentiel. Donc un peu plus, on pourrait dire, même si j'ai pas ce terme, développement personnel, développement des compétences, mais aussi une méthode où les gens vont apprendre à développer leurs compétences par eux-mêmes. Donc ça c'est... Pardon. Ça a vraiment changé les choses. Gail Denison a créé ses propres cours aussi à partir de ce qu'elle connaissait, et puis du travail de Denison. Par exemple, ça c'est passionnant, Gail Denison a créé des cours sur la vision, ça s'appelle Cercle de vision, et dynamique du mouvement, qui a créé ces deux cours-là, puis crayonnage en miroir. Donc, mais évidemment, dans ces cours à dominance artistique, sensorielle, etc., elle a incorporé toutes les théories et de son mari, Paul Denison. Et du coup, ça a modifié l'approche qu'elle avait de la méthode Bates, du travail artistique, du travail corporel, etc. Et donc l'un s'est enrichi de l'autre. Et au total, à eux deux, ils ont créé 10 séminaires. Il y a 10 séminaires au total, en éducation kinesthésique. Voilà, alors la plupart des gens entendent parler de Brain Gym, parce que Brain Gym, c'est le premier séminaire de 4 jours dans lequel on enseigne les 26 mouvements que Paul Denison a créés pour... a mis au point ou à sélectionner, parce que beaucoup de gens, si vous regardez les 26 mouvements de Brain Gym, il y en a beaucoup qui disent il n'a pas inventé, c'est pas lui qui a inventé les mouvements croisés, c'est pas lui qui a inventé les 8 couchés, c'est pas lui qui a... Non, c'est comme je vous l'ai dit, c'est son partenariat avec des tas de professionnels. Simplement lui, sur par exemple des dizaines de mouvements d'optométrie, il a sélectionné ceux qui étaient le plus praticables et efficaces en classe. Même chose avec des postures. Les gens disent mais ça c'est un mouvement de yoga. Oui, il y a 2-3 mouvements issus du yoga, puis il y a des choses issues de différentes choses. Il a quand même inventé de toutes pièces certains mouvements, certaines variantes, certaines manières de faire les choses. Mais dans le cours de base, on va trouver ces 26 mouvements, et puis surtout, la grosse découverte, c'est la connexion entre ces 26 mouvements, les 3 dimensions de l'espace, les difficultés d'apprentissage, et comment observer tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir 26 mouvements, mais il faut pouvoir observer chacun pour pouvoir lui donner le mouvement qui lui corresponde. Et en fait, quand je dis lui donner, c'est là où déjà je ne suis pas dans le système tel qu'il était quand moi j'ai commencé à me former en 89, où déjà à l'époque c'était pas quelqu'un qui me donne des mouvements, c'est moi-même par des techniques d'auto-observation, et ça c'est absolument génial. On va apprendre à s'auto-observer pour que la personne elle-même puisse sentir de quoi elle a besoin et être en totale autonomie dès la première séance. Ils ont travaillé sur la mise au point des objectifs, j'ai fait un épisode là-dessus, ECAP, mouvement préparatoire, vraiment. Il y a toute une méthodologie qui est absolument géniale et passionnante, et qui fait que l'éducation kinesthésique a été traduite en plus de 40 langues, les bouquins de Denison, les manuels de cours en plus de 40 langues, et enseigné dans quasiment tous les pays du monde, dans énormément de pays. On retrouve en Asie, en Afrique, évidemment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout en Europe. On va trouver en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup d'éducation, évidemment parce que ce sont des pays anglophones, donc voilà, en Angleterre évidemment. Mais on va retrouver en Chine, au Japon, il y a de l'éducation kinesthésique, aussi en Indonésie. Voilà, dans tous ces pays-là, on va retrouver du Brain Gym, de l'éducation kinesthésique. Je tiens à dire que les Denison, sur tous ces cours qui sont donnés partout dans le monde, ne touchent pas un centime, ni sur les manuels de cours qui sont vendus, ni sur le fait de donner les cours. Il n'y a jamais eu d'argent, de transfert d'argent vers les Denison. Les gens suivent les cours qui sont à un prix très modeste, très peu cher dans
dans le domaine du développement personnel, bien-être et tout, les prix sont plutôt les plus bas du marché. Et les Denison ne touchent à rien du tout. Ce qui m'a fait beaucoup de mal quand dans les années 90, certains ont accusé Brain Gym d'être soi-disant une secte et tout, quand on sait que les Denison c'est l'opposé de ça, c'est pas du tout des gens charismatiques, prenant le pouvoir. Comme toujours, ces attaques étaient faites par des gens mal intentionnés qui veulent défendre leur précaré. À l'époque, il y a eu un déchaînement de certaines personnes, enfin vers plein de méthodes, hein, pas que l'éducation kinesthésique. À l'époque, on disait que l'ostéopathie était une secte, l'homéopathie c'était une secte. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque aussi? Tout ce qui était... tous les trucs un peu de psy nouveau, toutes les techniques corporelles, c'était des sectes, ça éloignait les gens de la médecine classique, c'était très grave, c'était tous des gourous, etc. Et quand on connaît les Denison, on voit que c'est l'opposé. Et en plus, dans une secte, en général, il y a des transferts d'argent qui vont vers les gourous. Et ici, je peux vous dire que les Denison qui sont maintenant à la retraite, ils ont vraiment une toute petite retraite, et ils ont même du mal à joindre les deux bouts, je peux vous le dire, en toute sincérité. Je sais que j'ai promis de parler du mouvement le plus important et j'y viens. Et c'est pour vous dire qu'il y a plus d'une centaine de mouvements qui sont là, qui vont travailler sur l'apprentissage, sur les sens, sur la latéralisation, la coordination, enfin, les réflexes aussi, évidemment. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des réflexes par une double approche, principalement parce que Gail Denison, en tant que danseuse, elle a connu le travail de Bonnie Bainbridge Cohen, qui a créé le Body Mind Centering, qui est une danseuse qui est la première à parler de schème, de pattern en anglais, et qu'elle dit, voilà, le danseur utilise un certain nombre de patterns, de schèmes, de structures, de patrons de mouvement, qui sont ceux du bébé. Et elle a nommé, elle a dit, voilà, c'est basé sur le RTAC, le RTSC, le Lando, le Galant, et elle a nommé une quinzaine ou une vingtaine de réflexes comme ça dans son livre. En fait, son livre, c'est une compilation d'articles qu'elle a écrits au fur et à mesure des années. Donc, c'est pas vraiment un livre, mais ça existe sous forme de livre. Ça s'appelle Sentir, ressentir et agir. Toujours disponible. C'est un livre absolument génial, surtout dans sa deuxième partie où elle parle de l'alphabet du mouvement, dans lequel elle explique, voilà, elle met en parallèle les gestes qu'on fait dans la vie de tous les jours et le fait qu'ils sont basés sur les schèmes moteurs primordiaux du bébé. Et donc, Gail Denison, elle a commencé à explorer des choses là-dedans. Elle n'a jamais prétendu, les Denison, que le brain gym équilibrait les réflexes, ni qu'il faut travailler les réflexes à tout prix. Eux, ils disent, quand je fais du mouvement, il y a tout qui va mieux. Donc, ils ont commencé à parler de certaines choses là-dessus, à s'y intéresser. Évidemment, plus tard, en 1996, quand il y a eu la publication de Sally Godard, de son livre, Le Grand Livre des Réflexes, en anglais, s'appelait A Window into the Child Mind, une fenêtre dans l'esprit de l'enfant, et bien ça a rajouté de l'eau au moulin d'un point de vue intellectuel, mais les Denison n'ont pas voulu explorer cette voie parce qu'ils ne souhaitaient pas se surspécialiser, ils voulaient toujours avoir une approche globale sur les trois dimensions. Donc ils n'ont jamais vraiment... Ils ont parlé des réflexes, ils ont écrit dans leur manuel sur le sujet, ils ont fait quelques petits trucs qui intégraient les réflexes. Paul Denison, dans un de ses séminaires, propose un équilibrage des réflexes homolatéraux, ça s'appelle comme ça. Avec une approche très particulière des réflexes qui est géniale à mon avis. Gail Denison a proposé des petites explorations au sol comme un bébé pour prendre conscience de ces schèmes de base et des réflexes. Donc voilà comment j'en ai entendu parler très tôt dans les années 90. Et ce qui m'a permis ensuite d'explorer, de développer les choses en rencontrant une autre élève des Denison qui était Svetlana Mazgutova, docteur en psychologie, qui elle s'est dit là, il y a quelque chose à explorer, qui a créé son approche sur le réflexe, et puis que j'ai eu l'honneur de pouvoir inviter dès 2001 en France, en Belgique, en Suisse, de pouvoir la traduire, l'accompagner, et puis ensuite d'inviter d'autres acteurs dans le domaine des réflexes. Mais bref, c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, ce qui a amené évidemment à la création de l'IMP, plus tard, intégration motrice primordiale. Donc j'ai eu la chance, moi, de rencontrer les Denison lorsqu'ils sont venus la première fois, enfin donner le premier séminaire ça s'appelait à l'époque Brain Gym Teacher, donc d'enseignant, d'instructeur Brain Gym. Donc j'ai suivi cette première formation de tête, je crois que c'est en 91 ou 92. Et moi en 93, j'ai commencé à ouvrir mon cabinet et à pratiquer professionnellement l'éducation kinesthésique.
à partir de 93, voilà, professionnellement. Et à enseigner, puisque j'ai fait ma formation d'instructeur, je vous dis, en 91, et donc à enseigner le brain gym. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer une Belge qui s'appelle Dominique Monette, qui est ancienne médecin, parce que cette médecin, quand elle a rencontré tout ça, elle a décidé d'abandonner médecine. Elle trouvait qu'elle aidait mieux à faire du brain gym et d'autres choses que continuer à faire médecine comme elle l'avait appris à la fac. Pour elle, par rapport à ses attentes, le fait d'éduquer les gens, etc. J'ai eu la chance de la rencontrer. Elle m'a confié l'enseignement du brain gym dans son centre en Belgique. Et j'ai commencé à enseigner régulièrement tous les mois en Belgique. Et puis en France, ça s'est développé à fond, etc. Plus tard, j'ai créé l'association Brain Gym France, etc. etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour vous dire que depuis 1991, j'ai, entre guillemets, jamais quitté les Denison. Dans un premier temps, en suivant les séminaires qu'ils venaient donner en France, et puis très vite, j'ai été leur interprète. À l'époque, il n'y avait pas tous les cours dont je vous parlais tout à l'heure, les 10 cours, et donc au fur et à mesure qu'il y avait ces nouveaux cours, je les ai invités moi-même dans mon centre de formation que j'ai créé en 1996, et j'ai traduit les manuels de cours au fur et à mesure que de nouveaux manuels existaient, puis je suis devenu représentant international de l'éducation kinesthésique, c'est-à-dire que je représentais la France et la Belgique, d'abord la Belgique, puis la France. Et ça m'a fait intervenir aussi en Suisse francophone. Et donc tout ça pour vous dire que je connais très bien la manière dont tout ça est enseigné, tous ces mouvements-là. Et puis un jour, donc j'en viens au mouvement le plus important, un jour Paul Denison, il dit voilà, ça, je vais vous présenter le mouvement. Alors Paul Denison, c'est lui qui venait le plus souvent parce que Gail Denison a des soucis de santé, elle se déplace assez difficilement, elle supporte très mal le décalage horaire. En tout cas, à l'époque, elle avait des soucis. J'ai réussi à les faire venir ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont donné cours ensemble quasiment. Ils ont fait ça une fois en Allemagne, en 2001. Je me rappelle très bien, j'y étais. C'était juste pendant le 11 septembre. On était en plein cours pendant le 11 septembre, alors qu'il y avait plein d'Américains, y compris des New-Yorkais dans la salle et tout. On était à peu près 70 personnes. Et moi, je traduisais pour des Français. Et je les ai fait venir tous les deux en France. Ils sont venus habiter à la maison. Moi-même, je suis allé chez eux. J'ai habité chez eux quand j'allais aux États-Unis. Donc, on a un lien très fort. Et j'ai eu la chance de travailler avec eux, de réfléchir à un certain nombre de choses et d'intégrer progressivement, de tester avec eux des choses qu'ils voulaient intégrer dans leur formation. Comme, c'est grâce à eux que j'ai connu le travail de Cathy Bowman. Et donc ça, c'est très intéressant. Et un jour, il dit, je vais vous présenter ce mouvement le plus important du Brain Gym. Et il nomme la fontaine d'énergie. Waouh, la fontaine d'énergie. Mouvement issu de mes recherches, dit-il, que j'ai faites avec la méthode Alexander, en combinant la méthode Alexander et ma compréhension un petit peu de choses que j'ai appris en médecine chinoise. Oui, il a étudié un peu la médecine chinoise et puis le shiatsu japonais, différentes approches corporelles qui viennent de la Chine, on va dire des pays asiatiques, Chine, Japon. Alors évidemment, ça en jette. Quand quelqu'un vous dit, alors que vous avez suivi des tas de cours, je vais vous montrer le mouvement le plus important. Et en fait, ce mouvement le plus important, en gros, c'est quelque chose qu'on enseigne dans les cours en IMP. Je ne vais pas vous faire toute la technique là tout de suite et tout vous expliquer, mais en gros, c'est dire que, vous allez comprendre pourquoi ça me plaît beaucoup, que la posture, la bonne posture, se bien tenir, l'alignement, comme dit Cathy Bowman, parce qu'elle n'aime pas parler de posture, elle dit l'alignement corporel, c'est pas quelque chose de volontaire et de cognitif. Et ça, déjà, c'est un chamboulement énorme, parce que moi, à l'époque, tout le temps, on m'a dit, et moi-même, je l'ai fait, de dire aux gens, dans mon cabinet, aux enfants, ou à mes propres enfants, à moi-même, tiens-toi bien, redresse la tête, regarde l'horizon, rentre le menton, ouvre les épaules, relâche le dos, décambre, que sais-je, mets tes pieds parallèles, relâche tes genoux. Il dit ça marche pas. Ça marche pas, parce que la posture, ça doit être réflexe. La posture, c'est la résultante de mise en place d'un certain nombre de réflexes et de stratégies réflexes qui font que j'ai une, entre guillemets, bonne posture, un bon alignement corporel ou pas. Et donc il dit, non, une bonne posture, ça doit être réflexe, ça doit être intériorisé, ça doit être
intrinsèque et pas extrinsèque. Hein, c'est les mots qu'il a employés, ça doit être intrinsèque et pas extrinsèque. Ça vient de l'intérieur, du plus profond de moi. Et là, il a une stratégie où on va visualiser comme une fontaine d'énergie, mais comme une fontaine qui passe au centre de la colonne vertébrale, au centre du corps et qui jaillit. Il y a toute une histoire avec la gorge, il fait en parallèle avec la rééducation Alexander, dans lequel il y a toute une position qui est adoptée, etc. Alors pour la petite histoire, ça me fait beaucoup rigoler parce que, évidemment, parce que il dit c'est le mouvement le plus important. Alors moi, pendant des années après, quand j'enseignais ça, c'est dans le cours Cercle de Vision. Je disais toujours, voilà, je vous enseignais le mouvement le plus important de l'éducation kinesthésique. Et pendant des années, j'ai dit ça. Puis un jour, je sais pas, 10-15 ans après, il était en stage et je dis, ah voilà, je traduis en disant bonjour, en disant, voilà, je vais vous enseigner le mouvement, enfin, il y avait Paul et je lui dis, voilà, tu disais que c'est le mouvement le plus important. Il se tourne vers moi, il dit, ah bon, j'ai dit ça. Il était voilà, surpris. Évidemment, c'est histoire de dire, parce que qu'est-ce que tu veux dire, quel est le mouvement le plus important? Je dis toujours, le mouvement le plus important pour quelqu'un, c'est celui dont il en a besoin à un moment donné. Peut-être pour une personne, ça va être les 8 couchés qui va, entre guillemets, débloquer ses yeux et lui permettre de lire. Un autre, c'est ouvrir grand ses oreilles qui va lui permettre de mieux écouter. Un autre, ça va être un mouvement au niveau du dos qui va tout libérer. Pour un autre, c'est les pieds. Évidemment, et pour moi, ce sera le mouvement le plus important. Mais pourquoi il a dit ça? Ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris à l'époque, évidemment. Genre 10 ans après, c'est difficile de dire s'il l'avait dit ou pas dit, comment il l'a dit, mais je pense que c'est toujours vrai, personnellement, parce que si je fais n'importe quel mouvement de brain gym, pensez au mouvement croisé ou à quoi que ce soit, mais en ayant une posture avachie, sans ma fontaine d'énergie, je vais faire un mouvement qui sera inadéquat, qui ne sera pas optimal. Même chose s'il s'agit des 8 couchés ou du crayonnage en miroir ou de n'importe quel mouvement, et remplacez ça par n'importe quel mouvement que vous connaissez en IMP, ce sera la même chose. Si je le fais avec un alignement corporel non optimal, mon mouvement sera non optimal. Donc on pourrait dire que c'est le mouvement qui va faire en sorte que tous les autres mouvements se fassent correctement. Dans le même genre d'idée, Paul Denison il dit qu'il vaut mieux faire un seul mouvement bien fait que 3 mouvements à la va-vite mal fait. Il vaut mieux enseigner un seul mouvement en séance qui sera correctement fait par les gens et bien compris, que de leur montrer 3 ou 4 parce qu'on pense que ça et ça et ça c'est important pour eux, et certes c'est vrai, mais que ça sera enseigné à la va-vite et que les gens vont mal faire si tant est qu'ils les font, puisqu'ils n'auront pas réellement compris et ressenti les mouvements en question. Donc il vaut mieux en enseigner un correctement que plusieurs pas correctement. Et ça c'est Denison tout ça. Évidemment, toute cette philosophie, toute cette manière de voir a été intégralement reprise en IMP. On n'a pas repris intégralement toutes les techniques d'éducation kinesthésique. On encourage nos élèves à suivre les cours d'éducation kinesthésique, mais tous les principes philosophiques, l'approche éducative, le travail sur objectif, les différentes étapes d'une séance, etc. Tout ça, on l'a intégré en IMP, ainsi qu'un certain nombre de mouvements qui étaient impossibles de ne pas enseigner, puisque nous-mêmes, on l'utilise dans nos cabinets dès qu'on travaille avec les gens. Et donc, comment former des gens en disant « Ouais, super méthode, intégration motrice primordiale, mais on ne vous montre pas les trucs qu'on utilise au quotidien dans notre cabinet. » C'était pas possible. Au fur et à mesure des années, avec Ludivine, on dit « Mais non, mais ça, on l'utilise tout le temps. Ça vient du brain gym, mais on ne peut pas ne pas l'enseigner. » Donc on dit, évidemment, quand on enseigne en IMP, ça vient de chez Masgoutova, ça vient de chez Peter Blight, Sally Godard, ça vient de Denison. J'arrive sur la route. Toujours le passage délicat. Je vais le faire au pas de course, comme ça va durer moins longtemps. Donc, pour moi, c'est très important cette notion qu'on a retrouvée plus tard chez Cathy Bowman, de cette notion d'alignement corporel, mais qui doit être intrinsèque, qui doit être intégré dans le corps de telle sorte que j'y pense pas, ça se fait tout seul. Et pour moi, ça c'est important, cette notion-là. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment réflexe. La posture, l'alignement corporel, ça doit être réflexe. Donc, si vous pratiquez régulièrement le yoga, si vous faites du renforcement musculaire, si vous bougez tous les jours, vous comprenez que votre posture sera différente
que si vous passez, j'ai entendu que la moyenne française, là, je l'avais dit dans le podcast il y a quelques jours, et puis juste le lendemain j'ai entendu statistiques officielles, ça y est, les Français passent encore plus de temps assis et avachis que les dernières statistiques d'avant. Donc voilà, ça continue à s'empirer. Donc notre santé va chuter, et vous savez bien que si vous restez assis, donc là on parlait de plus de 8 heures de sédentarité par jour, eh bien votre posture va refléter ça, vos muscles sont affaiblis, etc. etc. Attention, je ne suis pas en train de dire quand je dis tout ça, il faut et que moi-même je fais tout ce qui est bon et bien et que je vis un mode de vie optimal. Loin de moi. En général, on dit qu'on enseigne le mieux ce qu'on a plus besoin d'apprendre soi-même. Donc c'est Richard Bach qui disait ça, l'écrivain de Jonathan Livingston, le goéland, disait ça. Je crois que c'est lui. On enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors c'est pas une excuse pour dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, évidemment. Le bon enseignant, il cherche à mettre en pratique ce qu'il enseigne. Mais voilà, c'est pas forcément toujours 100% optimal, et on fait de notre mieux, on fait tous de notre mieux avec le temps dont on dispose, la santé dont on dispose. Et voilà. Mais cette idée-là de posture réflexe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et donc, je vais donner un exemple. Quand on voit un enfant à l'école qui serait avachi, qui se tient mal, il est évident que d'un point de vue biomécanique, il peut moins bien utiliser son système visuel, moins bien tourner la tête pour écouter, ça va impacter sa concentration, ça va l'affecter dans ses apprentissages, c'est pas optimal. Je me rappelle un jour, je voulais éventuellement m'inscrire à une chorale, et donc au début d'année, il y a quelques petits tests, assister à des séances, et le premier truc, le directeur de chorale au conservatoire, c'est posture, tenez-vous droit, respirez, machin. On ne peut pas chanter assis, avachi dans une chaise à la chorale ou un chanteur d'opéra, ça n'existe pas. Il y a une posture à prendre pour libérer la voix, une colonne d'air. Donc si c'est valable pour le chanteur, ça va être valable pour l'apprenant. L'enfant en classe, il ne peut pas rester avachi sur sa chaise, sans quoi ça va impacter les choses, ses apprentissages. Mais tu vous dites à l'enfant, tiens-toi droit, redresse-toi, tu veux que je te la tienne ta tête, et disaient ça les profs quand j'étais petit, etc. Mais ça va marcher peut-être 10 secondes, et puis dès que vous retournez la tête, la posture se réavachit, peut-être 30 secondes au maximum. Ça marche pas, parce que l'enfant est assis toute la journée en classe, et puis quand il sort de classe, il est derrière ses écrans, ses ordinateurs, assis dans une voiture pour rentrer chez lui ou quoi que ce soit. Donc le cerveau s'adapte toujours à ce qu'on fait. Si ma position de tous les jours c'est d'être courbé, mon cerveau, mon système nerveux dit adapte-toi à ça, je vois que tu veux faire ça, donc je te spécialise dans cette tâche. Et donc là, quand je dis tiens-toi droit, je dis à mon cerveau fais le contraire de ce que je fais toute la journée. Et donc il y a une inadéquation entre ce que je lui demande et ce que je fais toute la journée. Donc ça ne marche pas. Et Denison s'est rendu compte de ça très vite. Donc au lieu de dire tiens-toi bien, un enfant, et fais comme ci, fais comme ça, etc., c'est dit si un enfant est avachi, je vais lui donner des postures de yoga, je vais lui donner des mouvements d'extension, des positions d'extension, ce qui s'est transformé en brain gym, ce qu'on appelle le dynamiseur. Donc on part de la position avachie sur le bureau, et puis on apprend à une vertèbre après l'autre, à créer une extension, d'abord en levant les yeux, de la tête, du cou et de tout le dos jusqu'au lombaire, et on répète ça plusieurs fois. Et à ce moment-là, sans que je ne dise rien, sans que je n'ai à dire quoi que ce soit, automatiquement les enfants vont mieux se tenir, puisqu'on a stimulé les muscles extenseurs. Vous voyez la logique. Quand quelque chose ne va pas, plutôt de dire à quelqu'un ça va pas, tu fais pas ce qu'il faut, fais ceci, et là on est en train de corticaliser la chose, alors que on veut que la chose soit rendue automatique. C'est pourquoi on apprend par corps. Si j'ai pas mis dans le corps les bonnes informations, si je les donne pas, comment voulez-vous que je les trouve? Si j'ai pas un référent interne de verticalité et d'horizontalité, comment voulez-vous que je puisse lire en croisant la ligne médiane, en suivant une ligne horizontale avec les yeux? Si j'ai pas ce référent dans mon corps, si mes clavicules sont pas alignées, si mon sternum n'est pas aligné, n'est pas redressé, si tout un tas de choses, si je suis pas capable de faire des mouvements croisés dans mon corps, comment voulez-vous que je croise la ligne médiane au niveau visuel pour lire? Donc c'est ça que ça veut dire apprendre par corps. Ça veut dire que je peux explorer les 3 dimensions et que j'ai des repères, et que je suis ensuite donc capable que ces repères en 3 dimensions, de les retrouver dans un univers bidimensionnel qui est l'univers scolaire du cahier, du tableau, de l'écran. Et donc
les découvertes de Dinson, c'est plus un enfant a des difficultés d'apprentissage. À l'époque, on parlait de trouble 10, moins il est à l'aise dans son corps et plus il a du mal dans les 3 dimensions. Et donc en éducation kinesthésique, on va explorer ces 3 dimensions et lui redonner du mouvement là où il en a besoin, dans la dimension ou dans les dimensions dans lesquelles il en a besoin. Et puis on va utiliser des mouvements pour les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, la latéralisation pour travailler les 2 hémisphères cérébraux, etc., etc. Dans le but que, au niveau corporel, ces compétences corporelles de base soient intégrées, c'est-à-dire soient devenues réflexes automatiques, libérant de ce fait. Paul Denison, il parle de mode automatique, de telle sorte que je peux. Ça, c'est pour moi le concept le plus important en éducation kinesthésique. Je peux bouger et penser en même temps. L'exemple qu'il prend, c'est la conduite automobile. Il y a des raisons à ça, c'est que pour payer ses études quand il était à l'université, il enseignait le soir la conduite automobile. Il était moniteur auto-école. Et donc c'est marrant parce qu'en journée, il apprenait les théories de comment enseigner, puis le soir, il enseignait, mais la conduite automobile, donc quelque chose de corporel. Et donc là, il va parler de mode automatique et de mode de repérage. En mode automatique, je peux conduire ma voiture tout en discutant avec quelqu'un. J'ai automatisé la gestuelle de la conduite automobile. Et en plus, la conduite automobile, c'est balèze. Il faut coordonner les pieds, les mains, le code de la route et tout ce qu'on voit autour de nous, tout en écoutant la radio, en discutant, en pensant. Alors qu'en mode de repérage, je ne peux pas bouger et penser à la fois. Soit j'apprends le nouveau truc, c'est un nouveau chemin, un nouveau véhicule, et je ne peux pas à ce moment-là bouger et penser en même temps. Pensez à danser. Quand vous apprenez un nouveau pas de danse, vous comptez dans votre tête, vous réfléchissez, vous ne pouvez pas profiter encore ni discuter avec votre partenaire de danse. Une fois que vous avez pratiqué au niveau corporel la chose, eh bien vous êtes capable de danser de manière automatique tout en pensant à autre chose, en discutant avec votre partenaire, etc. Ça, c'est valable pour tout. Des fois un peu à l'excès, des fois on peut lire en pensant à autre chose. Je lis dans ma tête et en même temps je pense à autre chose. C'est tellement automatique la lecture, il y a une voix qui lit dans ma tête et une voix qui pense. Ça nous est tous arrivé. C'est pour dire à quel point on a intériorisé, automatisé de manière réflexe la lecture. Si des mots sont devant moi, je ne peux pas ne pas lire, ça lit tout seul. Voilà, je ne peux pas dire, vous écrire une phrase devant vos yeux, en français bien entendu, que vous avez appris à déchiffrer, et dire ne lisez pas ce que je suis en train d'écrire, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est devenu réflexe. Tout apprentissage, c'est devenu réflexe. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Tout apprentissage est réflexe conditionné. Et tout ce que je veux dire ici, c'est que la posture, la manière de se tenir, c'est conditionné. Par quoi ? Par notre mode de vie, par nos habitudes, par la gym que je fais ou pas, par le fait que je cours, je saute, je grimpe, je danse, je nage. C'est ça qui va faire que j'ai une entre guillemets bonne ou une entre guillemets mauvaise posture. Donc voilà le mouvement le plus important de toute l'éducation kinesthésique, ça s'appelle la fontaine d'énergie. C'est un mouvement qui, et j'ai envie de dire le mouvement le plus important en IMP, c'est ça aussi. C'est de dire que je veux rendre en automatique des compétences de base dont j'ai besoin pour faire d'autres choses. Si je n'ai pas intégré un certain nombre de choses au niveau de ma posture, je vais avoir du mal avec tout ce qui est lecture, écriture, concentration, mémorisation, etc. Donc ça doit être automatisé pour que mon cerveau soit libre de lire, d'écrire, de me concentrer, de mémoriser, etc. Vous voyez pourquoi on dit qu'on apprend par corps.